Voilà, les bonnes raisons d'espérer. Loïc, est-ce que vous avez une raison là qui vous vient en tête? Une bonne raison d'espérer pour 2021? J'ai un tempérament extrêmement fataliste et optimiste. C'est le seul moyen de continuer à faire du bateau, d'ailleurs, en solitaire, parce que c'est pas toujours drôle. Donc ça sert dans la vie en général. Donc pour vous, il y a de l'espoir, déjà. Oui. Quoi qu'il arrive. Mais en permanence, oui, vous avez une petite raison à vous, quelque chose à quoi vous raccrochez? Non, je pense pas, parce que c'est toujours un peu dangereux de s'accrocher qu'à une seule raison. Je pense que c'est pas plus mal d'accepter la totalité des choses qui nous arrivent, et celles qui nous arrivent pas, d'ailleurs. Il y a un mot à retirer du vocabulaire, c'est regret. D'accord. Qu'il faut même pas utiliser, donc regretter qu'il fasse pas beau, qu'il fasse trop beau, qu'un tel soit disparu ou ça. Non, la vie suit son cours, la Terre tourne, et vu de la Lune, on n'est pas à grand chose, donc c'est tout. Oriane, en tout cas, on va pas regretter 2020, ça c'est sûr. Peut-être. En tout cas, on avance, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est ça qui est important, effectivement, de ne pas être non plus dans le regret, dans le passé, dans une forme de nostalgie. Où ne pas ressasser. Ne pas ressasser, et puis ne pas chercher à toujours être tourné vers le passé. L'homme a besoin, pour avancer, pour vivre, de se projeter dans l'avenir, justement. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce dont on va parler ensemble. Oui, alors on a reçu également le témoignage de Elvan. Elle a 24 ans, elle est jeune, elle est optimiste, et vous allez voir ce à quoi elle rêve pour 2021. Elle nous a envoyé ses vœux. Écoutez-la. 2020, ça a surtout été une année où je me suis rendu compte de la chance qu'on avait de pouvoir se déplacer en liberté, sans avoir à se justifier. J'espère que 2021 sera une année durant laquelle on pourra bouger, on pourra voyager, sans avoir de raisons qui doivent rentrer dans une case à cocher dans une attestation. J'espère qu'on pourra recommencer à planifier des projets sur le long terme. Cette année, ça sera vraiment une année qui sera placée sous le signe de la liberté pour moi. Voilà, une année sous le signe de la liberté, Oriane. Voilà, les mots prennent un nouveau sens finalement. Oui, et je crois que ce qui est intéressant de retenir, c'est la notion d'espoir, en ceci que l'espoir, c'est notre oxygène. On a besoin d'espérer pour vivre. Et d'ailleurs, le contraire de l'espoir, c'est le désespoir. Et quand quelqu'un est dans le désespoir, d'ailleurs, c'est surtout, il y a de l'aide à demander immédiatement, parce que c'est le plus court chemin vers la dépression et vers ce qu'on appelle les effets de glissement, d'ailleurs, qui sont constatés chez les personnes âgées, par exemple. Donc ça, c'est très important de savoir l'identifier, de savoir alerter. Et puis, quand on est dans cette phase plutôt d'espoir, de savoir le cultiver. L'espoir, c'est notre oxygène. On en a besoin pour avancer. L'homme a besoin pour vivre de se projeter, d'être tourné vers l'avenir. Quand on ne voit plus d'avenir, c'est là que ça devient compliqué. La difficulté, on le perçoit avec 2021, c'est que on a envie d'espérer et en même temps, on est dans une sorte de période provisoire, mais d'une durée illimitée. C'est-à-dire qu'on est un peu dans ce mouvement permanent de stop and go depuis le mois de mars dernier, où en gros, on est confiné, on est déconfiné, on nous annonce une date, puis finalement, c'est plus cette date-là, on reporte. L'instabilité. Et donc, cette instabilité-là, c'est, je crois, ce qui revient le plus en ce moment dans cet inconfort, voire dans cette forme d'apathie qui commence à se faire ressentir et où des personnes se disent je sais plus trop comment garder espoir, j'ai pas envie de tomber dans un désespoir qui va être négatif et dangereux, mais j'ai pas non plus envie d'espérer de manière déraisonnable et finalement d'être déçu. Alors comment on agit nous face à cette instabilité finalement collective? Comment est-ce que nous on peut agir là-dessus? L'enjeu, je crois, c'est de sortir de l'idée que l'espoir, notre capacité à espérer, est forcément conditionnée par les événements extérieurs, par les circonstances de vie. Et vous le disiez très justement, et c'est Viktor Frankl, qui est un psychothérapeute qui a survécu au camp de concentration nazi, qui a théorisé la notion d'optimisme tragique. C'est-à-dire de dire, dans la vie, et c'est notable chez les personnes qui ont survécu à des périodes justement provisoires d'une durée illimitée, des otages, des prisonniers de guerre, etc. C'est un peu, à une autre échelle bien évidemment, ce qu'on vit là, c'est-à-dire on a des formes de contraintes et de privations et on ne sait pas quel est l'horizon, on ne sait pas quand est-ce que l'horizon va s'ouvrir et que les projets vont pouvoir renaître. Dans ces conditions-là, l'enjeu, c'est de trouver malgré tout un but, d'arriver à s'extraire finalement des circonstances plus ou moins difficiles qu'on vit et d'arriver à réinjecter une forme d'avenir, une forme de projection et d'espoir dans notre quotidien. Donc la ressource est en nous et il faut trouver ce but, donc un projet concret à mettre en place par exemple pour 2021, c'est ça ?
Tout à fait. L'enjeu véritablement, c'est de sortir de l'idée que, en fait, c'est sortir de l'effet de montagne russe de si cette circonstance-là est positive ou agréable, alors je vais être dans l'espoir. Et à l'inverse, si les circonstances sont difficiles, je vais tomber dans le désespoir. Donc, en travaillant à revenir à soi et à nourrir finalement notre richesse intérieure, notre vie intérieure, à trouver ce qui a du sens pour nous, c'est-à-dire d'avoir cette curiosité, d'aller découvrir la beauté autour de nous, ce qui a du sens pour nous, ce qui nous nourrit, d'aller identifier des projets qui ont du sens pour nous, même l'amour de nos proches. Comment est-ce que je peux contribuer à faire grandir quelqu'un autour de moi? Comment est-ce que je peux travailler à cela aussi pour moi? Tout ça, en le déconnectant de l'enjeu de la date à laquelle ça doit arriver et de la forme exacte que ça doit prendre, ça c'est très important. Et bien finalement, tout ça, ça va nous aider à nous projeter vers une forme d'espoir qui permet de vivre. Quand on dit l'espoir fait vivre, très souvent, c'est teinté de beaucoup d'ironie. L'espoir fait vivre, l'air de dire, oui, bon, bah, on a toujours ça. Mais non, en fait, littéralement, l'espoir fait vivre. C'est notre oxygène. Sans espoir, on meurt. Donc ça, par contre, c'est notre travail et notre responsabilité d'aller nourrir notre richesse intérieure et de cultiver notre capacité à espérer. Ah oui, mais après, comment on fait? Je vois hocher de la tête, ça vous parle, hein, ce qu'elle veut dire. Oui, j'aime bien. Et parce que j'aime bien la notion intemporelle. C'est vrai que si on attend un moment, on attend que tous les astres soient alignés pour faire quelque chose, c'est déjà trop tard, de toute façon. Si on est constamment tributaire des décisions qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on n'a aucune espèce de main, non, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est pas le regard intérieur, il consiste surtout à s'ouvrir aux autres, paradoxalement. Et c'est ça la vraie richesse de ce que l'on possède soi-même, c'est la manière dont on regarde les autres et la manière dont on va échanger. C'est ce que beaucoup ont peut-être redécouvert ou amélioré pendant ces périodes de confinement plutôt familiaux. Les dernières semaines, on les a plutôt, j'imagine, les uns les autres passés en famille, en cercle plus restreint, ce qui n'a fait que renforcer des liens qui existaient déjà, j'espère pour la plupart, et peut-être en créer d'autres. Tout à fait. Alors, vous disiez donc trouver cette ressource en nous, trouver ce projet qui va justement nous permettre de nous ouvrir aux autres. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas non plus peut-être aller chercher quelque chose de pharaonique? Peut-être que c'est des petits projets qui suffisent. L'enjeu, véritablement, c'est de trouver ce qui a du sens pour soi. Donc, ça nous renvoie vraiment à notre singularité et à notre unicité. Donc, c'est faire cette démarche-là, qui parfois est complexe, qui peut être parfois vertigineuse, d'aller identifier ce qui nous plaît, ce dont on a véritablement envie. Et ça, c'est parfois un travail qu'on n'a pas fait depuis longtemps, voire même jamais. Vraiment de se regarder et de regarder le monde, de s'inspirer autour de soi. Vous le disiez très justement, revenir à soi permet d'aller vers l'autre, de transcender finalement qui on est et de voir comment est-ce qu'on peut contribuer. Donc vraiment de se dire de quoi j'ai véritablement envie et pourquoi. Qu'est-ce que ça va nourrir en moi? Qu'est-ce que ça va me permettre d'espérer et de quelle manière je vais pouvoir contribuer. Et la question à se poser, c'est concrètement, dans les circonstances qui sont les miennes et avec les ressources dont je dispose aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous avez un outil que vous utilisez, ça s'appelle SMART. Oui, tout à fait. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, pour identifier justement. On peut définir, quand on cherche à se définir un objectif, on peut utiliser ce qu'on appelle définir un objectif SMART. C'est beaucoup utilisé dans les entreprises, mais on peut tout à fait l'appliquer à soi-même puisque nous sommes nos propres chefs d'entreprise. Si notre vie, on la considère comme une entreprise, eh bien, c'est vraiment d'aller identifier un objectif qui va être spécifique, c'est-à-dire d'identifier clairement ce que je veux, de sortir justement des grandes idées, mais de se dire, OK, qu'est-ce que je vise concrètement, que ce soit dans la sphère professionnelle, personnel, voilà, tous les domaines. Ensuite, mesurable, c'est-à-dire de pouvoir le quantifier et d'arriver à identifier une date butoir. Donc ça, ce sera le volet temporel, mais mesurable. Comment est-ce que je vais pouvoir juger des avancées? Et ça, c'est intéressant, par exemple, de retracer 2020 et de s'apercevoir qu'on a réussi des choses qu'on n'imaginait même pas possibles. Donc d'arriver à identifier ce qui, pour nous, est une mesure juste, honnête pour nous-mêmes de ce qui est un objectif atteint. Ensuite, atteignable, justement, c'est cette dimension de réaliste qui va donc... pas se fixer des objectifs démesurés. Ne pas se fixer des objectifs démesurés tout en ayant une vision très... dans une forme d'allégresse et de joie, de se dire, si, en fait, c'est possible, j'ai envie de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, au-delà de la volonté, quelque chose d'un feu intérieur qui est nourri à l'idée de visualiser cet objectif atteint. Et puis, temporel, c'est effectivement se dire, je me fixe un objectif à horizon, par exemple, puisqu'on est en début d'année, allez, 31 décembre 2021. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir mis en place au 31 décembre ?
tout en étant en même temps très à l'aise avec le fait de lâcher sur le résultat à atteindre et sur la date effective du 31 décembre 2021. L'important, c'est de se mettre en action. Se mettre en action, concrètement, par quoi je commence. Et le R, c'est SMART? Alors le R, c'est réaliste. Ah, okay, voilà, réaliste, réalisable en fait. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait l'enjeu c'est de toujours être dans une juste tension entre la vision qui nous inspire et en tant que navigateur et la réalité, c'est-à-dire concrètement, encore une fois, dans les circonstances qui sont les miennes aujourd'hui et avec les ressources dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils, Oriane Savouré-Lucas. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, justement, de trouver votre projet à vous et de le mesurer, le quantifier, et voilà, essayer de le mettre en place pour vous sentir épanoui lors de cette année, vous pouvez aller un petit peu plus loin en écoutant les podcasts. Avez-vous choisi? Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions via notre adresse mail pdl@ensemblecestmieux.fr.